Dans ce cours d'électronique générale, il s'agit d'apprendre des matériaux semi-conducteurs et quelques composants comme la diode, le thyristor et le transistor. Pour cela, notre cours sera composé de 4 chapitres, à savoir les matériaux semi-conducteurs, chapitre 2, la diode, chapitre 3, le thyristor, chapitre 4, les transistors. Les matériaux qui sont utilisés en génie électrique sont les conducteurs, les dielectriques, les matériaux magnétiques et les semi-conducteurs. Avec ces matériaux, on réalise les machines électriques, on réalise les puces électroniques, on réalise les panneaux photovoltaïques et tout appareil électrique et électronique. Les semi-conducteurs, qui sont donc l'un de ces matériaux du génie électrique et qui sont indispensables pour la fabrication des composants qu'on a cités, qu'on va voir dans les chapitres 3 et 4, comme les thyristors et les transistors, sont définis de plusieurs façons. Donc on va voir la définition, les 3 définitions. Qu'est-ce qu'un semi-conducteur? On va voir la structure électronique qui permet aux semi-conducteurs d'être utilisés dans la fabrication des composants électroniques. Et pour exemple, on va parler du silicium, aussi des semi-conducteurs organiques qui sont de plus en plus utilisés. Et après, la principale caractéristique des semi-conducteurs qui est le dopage. Les semi-conducteurs donc sont des matériaux qui ont une conductivité et une bande interdite intermédiaire entre celle des isolants et des conducteurs. Et ce qui leur permet, si les conducteurs sont des transmetteurs de courant qui permettent facilement la transmission des courants, alors que les isolants empêchent le passage du courant. Les semi-conducteurs ne font ni l'un ni l'autre, ils permettent de contrôler le courant en intensité et en sens. Donc ils ne font pas le blocage comme les isolants, ils ne font pas la conduction comme les conducteurs, leur fonction elle est intermédiaire, ils font passer le courant mais pas avec la même intensité. L'intensité du courant qu'ils font passer elle est contrôlée. Aussi le sens, c'est pas dans deux sens que le courant circule, il va circuler dans un sens ou dans l'autre, et c'est les deux principales propriétés des semi-conducteurs qui font qu'on les utilise pour la fabrication de diodes, de transistors. Alors, qu'est-ce qu'un semi-conducteur par rapport aux conducteurs, par rapport aux isolants, par rapport aux caractéristiques électriques des matériaux? Eh bien, on va parler de 3 définitions différentes. La première utilise la table de Mendeleïev. Si on regarde la table de Mendeleïev, elle est constituée de lignes et de colonnes. Les lignes sont en fonction des éléments qui sont dans la même ligne, sont les éléments qui ont le même nombre d'orbitales, et les éléments qui sont dans la même colonne sont les éléments qui ont le même nombre d'électrons sur leur couche périphérique. On peut résumer la table de Mendeleïev comme étant constituée de 8 colonnes. La première, dont les éléments contiennent un électron sur la couche périphérique. La deuxième colonne, 2 électrons sur la couche périphérique, avec les éléments de transition qui présentent 2 électrons sur la couche périphérique et que le remplissage se fait après sur une sous-couche. Donc ce sont une partie de la deuxième colonne, les éléments de transition, puis les éléments de la troisième colonne qui contiennent 3 électrons sur la couche périphérique, les éléments de la quatrième colonne, 5e, 6e, 7e et les gaz rares qui ont 8 électrons sur la couche périphérique, 2 électrons pour l'hélium parce qu'il n'en possède généralement que
2 électrons l'hélium. Alors, généralement, les atomes des éléments, ils ont tendance à se stabiliser, et pour se stabiliser, les atomes, ils doivent présenter une couche périphérique saturée, c'est-à-dire soit contenant 8 électrons sur la couche périphérique, soit ne contenant pas d'électrons sur la couche périphérique. Donc, les éléments de la première colonne, ils ont tendance à perdre un électron. Les éléments de la deuxième colonne, ils ont tendance à perdre 2 électrons pour avoir une couche électronique saturée. Les éléments de la troisième colonne, ils ont tendance à perdre 3 électrons. Par contre, les éléments de la cinquième colonne, ils ont tendance à gagner 3 électrons. Il vaut mieux gagner 3 électrons que perdre 5 électrons. La même chose pour les éléments de la sixième colonne, ils ont tendance à gagner 2 électrons pour présenter donc une couche périphérique saturée pour une stabilité énergétique. Et les éléments de la septième colonne, ils ont tendance à gagner 1 électron. On le répète, les éléments de la huitième colonne, ils ont déjà une couche saturée. Et il se trouve que ces éléments de la première, la deuxième colonne, la troisième colonne font partie des éléments avec lesquels on fabrique les conducteurs. Ces éléments de la cinquième, sixième et septième, ils sont électronégatifs, ils sont des capteurs d'électrons, donc ils font partie plutôt des éléments avec lesquels on fabrique les isolants. Reste la quatrième colonne dont les éléments, ils n'ont ni tendance à perdre 4 électrons ou en gagner 4 électrons, ils sont situés entre les deux. Et c'est ce qu'on va définir comme la colonne des semi-conducteurs. Il reste que c'est insuffisant pour être un semi-conducteur avec cette définition, parce qu'il s'agit aussi de réseau cristallin. Il faut que le réseau cristallin de l'élément soit bien réalisé d'une certaine façon pour présenter des propriétés de semi-conductivité. Et il se trouve alors que c'est le silicium et le germanium qui sont les deux semi-conducteurs utilisés en pratique parmi les éléments de la quatrième colonne. Le carbone, c'est un constituant du diamant, et c'est le charbon, c'est parce qu'il a des structures cristallines différentes, et à chaque fois que la structure cristalline change, les propriétés de cet élément changent. Pour dire que la structure cristalline, c'est aussi la caractéristique qui va permettre à présenter telle ou telle propriété. Ce sont les semi-conducteurs à corps simple, silicium et germanium. On peut réaliser des semi-conducteurs à corps composé, exemple avec l'arsénure de gallium, l'asga, le gaz comme on l'appelle, qui est un composé de 2 éléments, l'arsenic et le gallium. L'arsenic qui est un élément de la colonne 5, avec le gallium qui est un élément de la colonne 3, ils sont de part et d'autre du germanium. L'arsenic présente 5 électrons sur la couche périphérique, le gallium en présente 3. Étant donné que la distance entre les électrons qui gravitent autour de leur noyau pour les atomes est tellement élevée par rapport aux dimensions du noyau, les 5 électrons de l'arsenic et les 3 électrons du gallium ensemble, ils font 8 électrons. On ne peut pas les dissocier, c'est comme si chacun possédait 4 électrons. Les deux, ils possèdent 8 électrons, 5 plus 3, ça fait 8, c'est comme si chacun en possédait 4. Et c'est comme ça que le gaz, l'arsénure de gallium, est un semi-conducteur composé. D'ailleurs, son gap, il est de 1,42 électron-volts
sachant que celui du silicium est égal à 1,12, c'est très proche donc de celui du silicium. On utilise beaucoup l'arséniure de gallium dans la fabrication des cellules photovoltaïques en couche mince. On peut aussi utiliser les éléments de la colonne 6 comme le tellure avec des éléments de la colonne 2, et on utilise souvent le tellure avec le cadmium, tellure de cadmium, pour donc fabriquer un semi-conducteur composé d'un élément contenant 6 électrons sur la couche périphérique, d'un élément contenant 2 électrons sur la couche périphérique. 2 plus 6, ça fait 8 électrons. C'est comme si chaque atome avait 4 électrons sur la couche périphérique, et ça nous fait un autre semi-conducteur composé, le tellure de cadmium, qui présente d'ailleurs un gap de 1,44 électronvolts. On l'utilise aussi beaucoup pour la fabrication des cellules photovoltaïques en couche mince. On fabrique avec, pas seulement avec deux éléments, on fabrique des composés semi-conducteurs avec 3 éléments, le cuivre, l'indium, le sélénium, ou bien un mélange de sélénium et de soufre, et c'est ce qu'on appelle les chalcopyrites. Ça peut être aussi un mélange d'indium et de gallium, donc le cuivre, avec un mélange d'indium et de gallium, avec un mélange de sélénium et de soufre, et ça nous donne ces composés qu'on appelle les 6, ou bien des fois les 6, et de la même façon, si on comptabilise le nombre d'électrons sur la couche périphérique et qu'on divise par le nombre d'atomes, on obtient un multiple de 4, qui veut dire que ce composé est un semi-conducteur. Il y a d'autres composés, on peut citer les CZTS qui ont tendance à remplacer les 6, étant donné que l'indium et le gallium, ce sont des éléments qui ne sont pas abondants dans la nature. On essaie de les remplacer par l'étain et le zinc. On conserve le cuivre et le soufre et le sélénium, même si le sélénium est un élément qui n'est pas propre. Et on fabrique donc un autre composé avec lequel on essaie de fabriquer des diodes, des photodiodes notamment. Pour la deuxième définition, après celle de la table de Mendeleïev, on utilise celle de la résistivité ou bien la conductivité, étant donné que parler de la résistivité ou de la conductivité, ça revient au même. La conductivité est l'inverse de la résistivité et vice-versa. Sachant que la résistivité des conducteurs, elle est très petite, de l'ordre de 10 puissance moins 8, exemple pour le cuivre 1,6 10 puissance moins 8 en mètres. Celle des isolants, elle est très élevée, le polyéthylène qui est très utilisé comme isolant, et il a une résistivité de l'ordre de 10 puissance 16. Alors ce sont les isolants avec une résistivité très élevée, donc une petite conductivité, et les conducteurs qui ont une résistivité très faible, donc une grande conductivité. Entre les deux, on va définir les matériaux semi-conducteurs, ce sont eux qui ont une résistivité de l'ordre de l'unité, et ou bien pour le silicium, c'est de l'ordre de 4000 ohms mètres, et intermédiaire donc entre les 10 puissance moins 8 et 10 puissance 16. Des propriétés dues à une petite résistivité, c'est la conduction du courant. Plus la résistivité est faible, plus le matériau est un bon conducteur de courant. Plus la résistivité est élevée, plus le matériau est un isolant, donc il bloque le passage du courant. Entre les deux, les semi-conducteurs, ils ne permettent pas vraiment le passage du courant comme les conducteurs, aussi facilement que les conducteurs. Ils ne bloquent pas le passage du courant comme les isolants. Ils permettent plus ou moins le passage du courant, c'est-à-dire qu'ils contrôlent, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure,
principale caractéristique des semi-conducteurs, c'est le contrôle de l'intensité, de la quantité de courant qui passe. Et cette propriété, elle est utilisée en électronique. Et on contrôle aussi le sens du courant. Et cette propriété, elle est utilisée en électronique de puissance. La troisième définition, celle qui nous paraît la plus élaborée, c'est celle qui utilise le modèle des bandes électroniques, les orbitales. Ce sont les positions des électrons autour de leur noyau. Et ce modèle qui utilise le modèle de Hartree qui considère que les orbitales, c'est-à-dire les trajectoires qu'utilisent les électrons pour graviter autour de leur noyau sont représentées par des sphères centrées autour du noyau de l'atome pour simplifier donc la modélisation de l'atome. Ce modèle de bande électronique utilise aussi la résolution de l'équation de Schrödinger qui fait que les orbitales sont quantifiées, la position des électrons qui gravitent autour de leur noyau, elle est bien précise et elle dépend de l'énergie de cet électron. Plus cette énergie est négative, plus l'électron est situé proche du noyau, donc il est plus stable. Et quand cette énergie augmente et tend vers zéro, l'électron tend à s'éloigner du noyau et tend à se libérer. Alors, ces considérations du modèle de Hartree et de l'équation de Schrödinger, la résolution de l'équation de Schrödinger, ont permis l'élaboration du modèle des bandes électroniques qui représente l'atome sous forme donc de couches électroniques. Ce sont les orbitales qui dans leur position, leur rayon, donc ce sont des sphères, le rayon a une valeur bien précise et on s'aperçoit que pour les matériaux, leurs atomes, le modèle de leurs atomes présente toujours un maximum de bandes d'énergie, un niveau d'énergie de la majorité des électrons, sachant que dans 1 mm3 de matériaux, on peut retrouver 10 puissance 20 d'électrons. Ces 10 puissance 20 électrons par millimètre cube de matériaux sont situés sous un certain niveau qu'on appelle la bande de valence. C'est un maximum des niveaux d'énergie des électrons qui sont liés à leur noyau. Et puis, il y a un vide, aucune position, aucune orbitale, aucun électron se situe. C'est ce qu'on va appeler le gap ou la bande interdite. C'est comme si c'était interdit de se balader dans ces niveaux pour les électrons. Et au-delà de ce niveau, le minimum, c'est la bande de conduction, au-delà de laquelle on peut retrouver les électrons qui sont libres de l'attraction de leur noyau. Alors, ce modèle a permis de définir les matériaux pour dire que les éléments qui ont une bande interdite, un gap de l'ordre de 5 électronvolts, même à partir de 3 électronvolts, ce sont les isolants parce que le gap est infranchissable avec les 5 électronvolts. La majorité des électrons qui peuvent conduire, donc qui peuvent se déplacer dessous la bande de valence au-delà jusqu'à la bande de conduction pour créer le courant, ne peuvent pas le faire et ça va être des isolants. Il y a des matériaux donc dont les orbitales, bandes de conduction, bandes de valence se chevauchent pratiquement et sous la plus petite des différences de potentiel, on a le déplacement des électrons qui, on vient de le dire, se situent en majorité sous la bande de valence, peuvent passer au-delà de la bande de conduction et créer le courant. Donc ce sont les conducteurs. Entre les deux,
Donc ce sont les éléments qui présentent une bande intermédiaire, une bande interdite intermédiaire entre les 5 électronvolts des isolants et le 0,01 à 0,1 électronvolts pour les conducteurs. Nous avons des éléments qui présentent un gap comme le silicium 1,12. Nous avons cité tout à l'heure le gap 1,24 pour le gaz et c'est jusqu'à même 2, et quelques électronvolts. Ce sont les éléments semi-conducteurs. On les définit par la valeur de leur bande interdite, par la différence entre la bande de valence et la bande de conduction. Alors, pour présenter des propriétés semi-conductrices, il faut aussi avoir une structure cristalline adaptée. Un réseau cristallin est défini par son vecteur fondamental. Ce sont les paramètres de maille, les distances dans les 3 axes A, B, C entre les différents atomes. Et pour le silicium, les paramètres de maille sont tels que on dit que la structure cristalline du silicium, elle est cubique, centrée, elle est comme celle du diamant, elle ressemble à celle du diamant d'ailleurs, et qui fait que la forme, elle est tétraédrique, et cette structure, c'est la structure des semi-conducteurs généralement. C'est ce qui permet au silicium, en plus des 4 électrons sur la couche périphérique, qui vont lui permettre de se lier chaque atome à 4 autres atomes par des liaisons de covalence, c'est insuffisant. Il faut présenter des paramètres de maille qui sont propres, qui permettent de présenter des propriétés semi-conductrices aux éléments. Alors, ces semi-conducteurs, s'ils vont posséder ces propriétés, et ils vont présenter donc une bande de valence, une bande de conduction et une bande interdite de l'ordre de 1 électronvolt à 2 électronvolts. Ils seront aptes au dopage parce que nous allons voir que sans le dopage, on ne pourra pas faire grand-chose avec les semi-conducteurs. Et ces matériaux vont présenter les 2 principales caractéristiques qui sont le contrôle du courant en intensité et en sens. Alors, si l'élément le plus utilisé comme semi-conducteur, c'est le silicium, et on ne le retrouve pas sous forme naturelle, libre sur la Terre, on le retrouve sous forme de silice et silicate dans le sable, c'est le dioxyde de silicium, c'est l'élément le plus abondant sur la Terre après l'oxygène. C'est l'élément 14 de la table de Mendeleïev, il a une couleur gris foncé, température de fusion de 1414 degrés C, il présente 4 électrons sur la 3e couche, qui est sa couche périphérique, 2 électrons sur la sous-couche 3s2 et 2 électrons sur la couche 3p2, donc sous-couche 3p2, donc 4 électrons sur la couche périphérique, un gap de 1,12 électronvolts, une température maximale de jonction 150 à 175 degrés C. Comment fabrique-t-on le silicium? Eh ben, on le produit à partir du sable qu'on nettoie, qu'on enlève les impuretés qui peuvent se trouver dans le sable pour obtenir le dioxyde de silicium. À partir de dioxyde de silicium sous forme de galets, on rajoute du carbone sous forme de coque de charbon et on enflamme le tout et le carbone va produire du CO2 pour monter sous forme de fumée et on va recueillir, puisqu'on monte jusqu'à 3000 degrés alors que la température de fusion du silicium elle est de 1414 degrés. Donc on va recueillir sous forme de lingots ou bien sous forme de granulés. On va recueillir le silicium
liquide, et puis on va lui donner la forme désirée, sinon industrielle, sous forme de lingots comme on est en train de voir ici. Tout cela est insuffisant parce que le silicium il est utilisé en mécanique dans la fabrication des pièces, en chimie dans la fabrication des silicones, et ça nécessite pas une grande pureté pour ces industries de fabrication d'alliage de pièces ou de silicone. Euh, on a besoin que de silicium qu'on appelle métallurgique avec une pureté de l'ordre de 99%. Pour le silicium avec lequel on fabrique les cellules photovoltaïques, on va jusqu'au quatrième chiffre après la virgule. Mais pour le silicium utilisé pour la fabrication des composants électroniques, notamment la diode, le thyristor et le transistor, on va jusqu'à 8 chiffres après la virgule comme précision de pureté. Et là, c'est pas simple. On utilise plusieurs méthodes pour la purification. Aussi, on utilise des méthodes pour la croissance du silicium, pour la fabrication, par exemple, du silicium en couche mince. Cette méthode qu'on appelle l'épitaxie du silicium, qui a pour objectif l'obtention d'un monocristal, et on utilise le silicium soit sous forme solide, soit sous forme liquide, soit sous forme vapeur, et il va se déposer sur un substrat de verre. C'est un autre matériau qui a une structure cristalline qui est proche de la structure et des paramètres de maille qu'on essaie de retrouver. Et ce silicium, il se dépose sur ce substrat, il obtient les paramètres de maille du substrat lui-même, et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir un silicium avec une structure cristalline qui est notre objectif, pour que notre silicium présente les caractéristiques semi-conductrices désirées avec une performance élevée. On a aussi les semi-conducteurs organiques. On peut maintenant fabriquer ces semi-conducteurs qui, comme les semi-conducteurs qui sont inorganiques à base de silicium, par exemple, comme ceux qu'on vient de voir, présentent high orbital, c'est un niveau qui ressemble, qui high occupied molécule orbital. C'est l'équivalent de la bande de valence, et le low unoccuped molécule orbitale, c'est l'équivalent de la bande de conduction. Et entre les deux, il y a un gap, et ça nous permet aussi, avec les semi-conducteurs organiques qui sont des polymères, de fabriquer des semi-conducteurs. L'inconvénient, c'est que la création de paires électrons-trous qui est à la base des jonctions PN, elle n'est pas facile à faire parce que la séparation de charge, elle n'est pas aussi évidente que pour les semi-conducteurs inorganiques. Dans les semi-conducteurs organiques, il y a plus ou moins un mélange. C'est pas aussi net que ça, la séparation entre bande de valence ou équivalent de la bande de valence et équivalent de la bande de conduction. Seulement, l'avantage, c'est la facilité de fabrication des semi-conducteurs organiques et leur coût qui est très faible. On en fabrique quand même des produits avec des semi-conducteurs organiques. Ce sont les lampes LED électroluminescentes organiques. On fabrique aussi des cellules photovoltaïques en utilisant des semi-conducteurs organiques. On fabrique des transistors à effet de champ. On fabrique du papier électronique. On fabrique ce qu'on appelle les fenêtres intelligentes qui deviennent obscures quand il y a trop de soleil ou trop de lumière, et qui deviennent
passante de lumière quand il y a moins d'obscurité à l'extérieur et d'autres applications aussi des semi-conducteurs organiques. Après ces définitions des semi-conducteurs, on va définir qu'est-ce que c'est que le dopage, qui est une propriété, une caractéristique très importante pour les semi-conducteurs, parce que sans le dopage, on ne pourra pas fabriquer la jonction PN, on ne pourra pas fabriquer ni diode, ni thyristor, ni transistor. Et le semi-conducteur est apte à être, c'est un matériau qui est apte à être dopé. Alors, au départ, le semi-conducteur, il est pur, on dit qu'il est intrinsèque. Le réseau cristallin est constitué d'atomes silicium, et entre les atomes, il y a des liaisons de covalence. Chaque atome met un électron avec un autre atome et font ces liaisons de covalence à gauche, à droite, en haut, en bas. Et si on ajoute un élément de la troisième colonne, comme l'aluminium, comme le bore, qui ont 3 électrons sur la couche périphérique et qui va se substituer à l'atome de silicium, avec seulement 3 électrons, il va y avoir un manque d'électrons par rapport aux 4 électrons de l'atome de silicium. C'est ce qu'on appelle en électronique le trou, c'est une charge positive, et ça nous donne un semi-conducteur qui est dopé P positif, parce qu'il a créé avec ce manque d'électrons une charge positive dans le réseau cristallin, où la charge, elle était équilibrée entre les charges positives des noyaux et les charges électroniques. Ici, nous avons une charge positive supplémentaire, c'est le semi-conducteur d'OPP. De la même façon presque, si on fait pénétrer un atome de phosphore dans le réseau cristallin du silicium, l'atome de phosphore qui est un élément de la 5e colonne de la table de Mendeleïev et qui possède 5 électrons sur la couche périphérique, il va utiliser 4 électrons dans ces liaisons de covalence comme le faisait l'atome de silicium qui était dans cette position, mais il va y avoir un électron supplémentaire qui va rester libre et dans le réseau cristallin, et ça va nous donner le semi-conducteur d'OPN. Par rapport au modèle de la bande, des bandes électroniques pour chaque élément, si pour le semi-conducteur pur, tous les électrons sont situés sous la bande de valence, il n'y a pas d'électrons dans la partie au-delà de la partie bande de conduction, et le gap, il est de 1,21 électronvolts, la distance en électronvolts entre la bande de valence et la bande de conduction. Si on dope avec un élément trivalent et qu'on obtient un semi-conducteur d'OPP, on vient rajouter avec cette charge positive des états électroniques sur la bande de valence, et c'est ce qui fait rapprocher le maximum de la bande de valence de la bande de conduction, et le gap diminue. Et comme ça, on contrôle les caractéristiques du silicium qui sont différentes que celles du silicium pur, en dopant avec un élément de la 3e colonne et en obtenant un semi-conducteur d'OPP. De la même façon, on peut diminuer le gap, contrôler sa valeur en rajoutant des états électroniques sous la bande de conduction, et cela est possible donc en dopant avec les éléments de la 5e colonne qui vont ramener un électron libre dans le réseau cristallin, et comme ça le gap, là aussi, il a diminué par rapport au gap du silicium pur, et ça nous donne ce qu'on appelle le semi-conducteur d'OPN, le semi-conducteur d'OPP, qu'on va utiliser dans le chapitre suivant pour fabriquer la jonction PN qui sera à la base de la diode.